Bonjour et bienvenue dans votre chaîne La Qualité Logicielle. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série de tests manuels et on est sur la partie 3. C'est quoi le test et son avenir? Donc, tout d'abord, voici les points qu'on va discuter dans cette vidéo. Donc, la définition du test. Est-ce que le test est réservé pour les applications logicielles ou parle-t-on du test? Pourquoi parle-t-on du test de plus en plus? On parle ici des tests logiciels, les types de testeurs et pourquoi se concentrer dans cette série sur les tests manuels. Donc juste pour rappel, on a déjà fait d'autres vidéos, une première partie, on a discuté d'une manière générale, c'est quoi un software, etc. Et une deuxième partie où on a parlé de cycle de vie d'un développement logiciel. Donc dans cette partie, on va se concentrer sur le test et il y aura d'autres parties, on va parler de plus en plus, on va entrer de plus en plus dans le détail, dans le test et les différentes méthodologies, comment tester, etc. Donc pour la première partie, donc c'est quoi un test? Tout simplement, le test, c'est le processus qui consiste à évaluer et vérifier qu'un produit il répond à ce qu'on lui demande. Donc ici, j'ai récupéré une petite vidéo et là, dans cette vidéo, on va voir par exemple les crash tests. Donc ce qu'on veut, c'est vérifier que les voitures ils répondent à un certain niveau de sécurité pour les usagers. Donc ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle les crash tests. Ce qu'on peut voir ici, donc on va envoyer une voiture à une certaine vitesse sur un mur et il y a ce qu'on appelle, si on revient ici un petit peu, ce qu'on appelle des dummies qui sont à l'intérieur, qui représentent l'humain. Et on va faire ce test-là pour vérifier comment la voiture a pu protéger l'humain qui est à l'intérieur, qui est représenté par le mannequin là, et voir est-ce que cette voiture-là, elle répond aux exigences législatives ou aux exigences d'utilisation dont on a besoin. Dans sa globalité, c'est ça le test. C'est vraiment assez simplistique. C'est ça le test de manière générale. Donc ici, est-ce que le test il est réservé que pour les applications logicielles? Ben non, le test n'est pas réservé que pour les applications logicielles. Le test englobe toute pratique qui nous permet de vérifier la qualité d'un produit, qui nous permet de vérifier que ce produit il répond à ce dont on a besoin. On peut le trouver sur différents types d'industries, par exemple le télécom, on peut le trouver dans le domaine du télécom par exemple, pour vérifier la qualité des câbles, pour vérifier votre voiture. Vous allez acheter votre voiture, mais il y a des personnes qui ont déjà vérifié que par exemple le système de la radio il marche, que le moteur ne va pas exploser au démarrage de la voiture, etc. Par exemple dans le domaine du nucléaire, on va vérifier qu'il n'y a pas de corrosion, on va vérifier pas mal de choses. Mais il n'y a pas que, par exemple, dans l'industrie ou l'informatique, qu'on utilise le test. Un exemple assez concret, assez simple à comprendre, qu'on peut montrer et pour faire comprendre c'est quoi le test et qu'on peut vérifier qu'on utilise les tests dans notre vie de tous les jours, c'est changer une ampoule. Donc, vous avez une ampoule qui ne marche pas, vous allez acheter une nouvelle ampoule que vous allez venir et donc vous allez couper le courant, vous allez mettre votre ampoule et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller remettre le courant pour vérifier que cette ampoule, elle marche et que vous avez bien la lumière. Donc là, ce que vous avez fait, c'est un premier test. Donc sinon, par exemple, pour vérifier que l'ampoule elle marche, même avant de venir chez vous, par exemple, vous êtes chez le vendeur et il a une maquette de test. Il va prendre l'ampoule, il va la mettre dans la maquette, il va l'allumer et vous allez voir, ah, l'ampoule elle marche. Et donc là, quand vous arrivez chez vous, vous mettez l'ampoule, vous allumez, ça marche pas. Donc vous avez fait votre premier test et vous avez pu vérifier que l'ampoule, c'était pas la problématique, mais le problème, il vient d'autre part. Potentiellement, c'est votre interrupteur qui marche plus ou un câble qui est coupé, ou etc. Donc voilà. Donc là, ça montre un peu que cette notion de test, donc on l'utilise dans notre vie de tous les jours. Nous, après, on va se concentrer que sur les tests logiciels, mais dans un contexte assez simplistique, c'est ça le test, c'est juste qu'on vérifie que la chose
répond, que le produit ou le logiciel, peu importe, il répond à ce dont on a besoin. Donc là, juste un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner. Quand vous voyez, vous êtes peu nombreux de gens qui regardent nos vidéos, qui sont abonnés. Donc n'oubliez pas de le faire, ça nous fait plaisir et ça nous aide à faire un peu plus de vidéos pour vous. Donc là, pourquoi parlons-nous de plus en plus de tests logiciels? Donc là, on va revenir dans le domaine du test logiciel. Donc là, ce qu'on remarque dans ces dernières années, qu'on a plus d'applications, que ce soit des applications web, mobiles, des sites web, des applications de bureau, des serveurs d'API, etc. Mais on a plus d'applications, on a plus de choses qui sont numérisées et qui ont besoin de serveurs, d'outils numériques pour marcher. Donc là, on voit ici, donc j'ai fait un petit schéma donc pour vous montrer que là, le nombre d'applications, là, il augmente. Donc pour ces sociétés-là, admettons que on a une application qui vous donne la météo. Donc vous allez choisir cette application parce qu'elle est esthétique, etc., etc. Vous aurez vos propres critères pour choisir votre application. Après, vous allez commencer à utiliser cette application. Si cette application, elle crache tout le temps, etc., elle vous donne des trucs erronés, etc., donc vous allez plus l'utiliser. Cette application, c'est pas une application de qualité. Donc vous allez plus l'utiliser, allez utiliser une autre application de la concurrence. Donc et pour cela que la qualité du logiciel livré, c'est devenu un très très grand enjeu pour les sociétés. Vu le nombre et la facilité de création, par exemple, beaucoup des applications, par exemple mobiles, c'est démocratisé, c'est devenu de plus en plus simple de le faire en utilisant des outils, etc. Donc, qui facilitent le travail. Et donc, cette qualité-là est devenue de plus en plus attirante et de plus en plus intéressante et de plus en plus de place dans les sociétés pour donner des produits de qualité. Donc là, il faut distinguer parce que là, on parle pas de la qualité pour les avions, par exemple. Les avions, ils sont très beaucoup testés, etc. Il y a beaucoup de logiciels entre guillemets qui vont aider les pilotes. Il y a pas mal de choses, des trucs en doublon, etc. pour avoir cette qualité et ça coûte très cher, mais on le fait parce que il y a une très grande exigence. Là, on veut pas que les gens ils prennent l'avion et l'avion elle tombe quoi. Donc ça a toujours été un point très recherché, c'est la qualité des logiciels de ces avions, la qualité de l'avion elle-même, etc. Donc, dans le domaine du logiciel, il y a toujours une notion de qualité. Mais, par exemple, si on remonte un peu dans le temps, il y a une trentaine d'années, si vous avez qu'un logiciel, par exemple, admettons qu'il y avait que Word et vous n'avez pas d'autres applications, vous utilisez Word, même s'il n'avait pas, entre guillemets, une qualité très intéressante. Par exemple, il bug de temps à autre, etc. Vous allez l'utiliser quand même parce que vous n'avez pas le choix. Il n'y avait pas beaucoup de concurrents. Mais après, avec le temps, s'il y a beaucoup de concurrents, si on prend l'exemple du Word, par exemple, il y a LibreOffice et par exemple Google Doc, etc. Donc là, ça ouvre l'opportunité aux gens d'aller tester autre chose si Word ne marche pas bien pour eux. Et donc là, ça devient vraiment un truc de qualité au-delà de l'esthétique, etc., etc. C'est tout ça, c'est bien fait. La qualité logicielle aussi, ça permet de garder ses clients ou de les perdre pour toutes ces raisons-là. Et donc, il y a un grand enjeu pour les sociétés d'avoir des logiciels de qualité. En plus, ça s'est démocratisé et il y a plus d'applications et de plus de concurrence. Donc là, et puisque on a plus d'applications, on a un grand enjeu pour les sociétés pour cette qualité-là. Donc on a de plus en plus de testeurs de tous les niveaux. Donc que ce soit des testeurs manuels, de performance, d'API ou autres,
on a besoin de ces testeurs pour vérifier les différents partie des logiciels livrés ou mis à disposition des clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que avoir une très bonne qualité, ça coûte cher et les sociétés ils essayent d'avoir une bonne qualité tout en essayant de garder un coût assez intéressant pour eux et avoir une rentabilité quand même, parce qu'on en parle des sociétés qui veulent faire de l'argent. Donc, c'est vraiment un grand enjeu et il y a pas mal de compromis qui sont faits. Donc des sociétés qui vont par exemple faire que des tests d'API ou on va avoir que des testeurs manuels ou des testeurs automatiques. Bon, on va voir pourquoi choisir, on va voir tout cela après, hein, qu'on va rentrer dans le détail dans les tests et le type de tests, etc. On va revenir sur ça. Mais voilà, après on va se concentrer directement sur les tests manuels et on va juste expliquer de manière générale c'est quoi les autres types de tests. Donc là, donc on peut comprendre que voilà, parce qu'on a un peu plus d'applications et que les enjeux de la qualité sont devenus de plus en plus intéressants pour les sociétés. On a besoin de faire de plus de tests et on a besoin de testeurs de tout niveau. Donc là, aujourd'hui, quand on parle du métier du test, c'est vraiment un métier qui définit plusieurs jobs différents. Ça veut dire, le fait de dire je suis un testeur, c'est comme dire je suis développeur. Donc, on peut avoir un développeur Java, un développeur C++, un développeur front-end, un développeur back-end, un développeur full stack. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup de choses différentes, hein. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses dépendant du contexte. Donc je peux avoir un développeur qui est spécialisé dans tout ce qui est communication internet, un développeur qui est spécialisé sur les drivers, etc. Pour les tests, c'est la même chose. On a de plus en plus de spécialisation. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées dans les tests manuels, dans les tests automatiques. Donc, dans les tests manuels, c'est ce qu'on va voir dans notre série. Les tests automatiques, c'est quand on fait une sorte de scripting, de programme qui va faire à notre place le test. Donc, c'est on va créer une sorte de robot qui va lui tester à notre place. Donc, les tests d'API, application, plateforme, interface. Donc les tests d'API pour nous, c'est par exemple quand vous prenez votre téléphone et vous cherchez dans votre application par exemple la météo, l'application va communiquer avec un serveur et là elle envoie des requêtes d'API pour récupérer ces informations là. Donc ces tests d'API, donc on va faire par exemple, on va simuler l'appel à ce serveur là et réceptionner l'information. Et il y a pas mal de choses qu'on peut dire dans ce domaine entre guillemets, ce job de test d'API. Si vous êtes intéressé, je peux faire des vidéos sur cela. De toute façon, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis spécialisé dans le test API. Et donc, c'est très très intéressant. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, il y a d'autres tests, type test de performance. Par exemple, on va vérifier la performance des serveurs. Donc, on va faire une grande... on va simuler un grand charge par exemple de connexion. Par exemple, si on a un site de e-commerce type Amazon, Discount, peu importe, et donc on va tester par exemple la performance de serveur s'il y a plusieurs personnes qui se connectent, etc. Il y a des tests de bout en bout. Donc là, admettons qu'on a par exemple on fait de la biotique. Et on a dans la biotique plusieurs choses différentes. Donc on a les serveurs, on a l'application mobile, l'application desktop que vous trouvez dans les offices pour vendre les billets de transport, les applications qui sont mises dans les automates où vous achetez vos billets, les applications que vous trouvez dans les valideurs, etc. Et donc là, on veut tester tout un parcours, toute la chaîne. Donc on va tester la chaîne de bout jusqu'au bout. On va tester toute notre chaîne de, par exemple, l'achat du billet jusqu'à la validation, contrôle, etc. Donc, et la remontée de ces données sur le serveur. Donc, il y a d'autres tests, donc par exemple des tests de charge. Donc, on va pas entrer dans le détail de différents types de tests, on en a plusieurs. Il y a des tests unitaires, il y en a pas mal, hein. Et donc là, c'est juste une petite liste pour vous montrer qu'il y a différents jobs
Donc aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des jobs où on peut faire que du test fonctionnel ou par exemple des tests d'intégration. Donc on va voir un peu la différence parce que des tests fonctionnels, on fait des tests en général de type black box et des tests d'intégration, on fait des tests en général type gray box. Donc voilà, on verra boîte grise. Donc on verra ça après. Donc, et dans ce domaine-là, comme pour tous les autres domaines, il y a des évolutions de carrière. Donc là, je vous ai mis 2 postes d'évolution de carrière. Par exemple, on peut devenir un test lead si on est dans une équipe, etc. On peut devenir un test lead. Ou on peut, par exemple, devenir un test manager, avoir sa propre équipe de testeurs et faire du management plus la partie du test. Donc là, pourquoi se concentrer sur les tests manuels? Donc, comme on a pu voir, il y a beaucoup de spécialisation dans le domaine du test. Il y a pas mal de choses qu'on peut voir et apprendre. Toutefois, se concentrer sur les tests manuels, dans un premier temps, il nous permet déjà par exemple, si on est débutant, d'appréhender les outils de base. Donc, les outils de base, de toute façon, ils vont jamais changer, hein, que vous faites des tests d'API, des tests manuels, etc. Donc, quand on parle de Jira, c'est un logiciel de ticketing, donc il nous permet, par exemple, de créer des user stories, etc. L'outil, lui, il va pas changer, que vous faites des tests d'API ou peu importe. Donc, l'outil lui-même, il va pas changer. Donc, le fait de faire des tests manuels, ça nous permet, par exemple, d'utiliser Jira dans des choses assez intéressantes et ça nous permet d'évoluer sur ce type d'outils de base sans pour autant être confronté à des problématiques. Par exemple, si on prend les tests automatiques, du scripting, etc., il faut apprendre des langages de programmation, etc., qui pourront être plus ou moins complexes pour certaines personnes, mais qui demandent un certain niveau d'apprentissage, un niveau de connaissance pour pouvoir les entamer. Donc, la deuxième chose, c'est les méthodologies. Donc, quand on est débutant, on ne sait pas nécessairement toutes les méthodologies utilisées. Donc là, en commençant avec les tests manuels, on peut connaître les méthodologies. Et ça, en général, ça va pas changer. Encore une fois, que vous faites des tests de charge, de bout en bout, d'API ou peu importe, les méthodologies, ça change pas. Si vous faites de l'agile, vous faites de l'agile. Si vous faites du scrum, vous faites du scrum. C'est toutes les équipes dans votre société, ils sont en mode safe, vous êtes en mode safe. Donc, déjà, ça permet d'appréhender la méthodologie, les outils plus confortablement. Et en plus, ça ne nécessite pas beaucoup de connaissances pour commencer. Ça veut dire, entre guillemets, pour être testeur d'une manière générale, on peut, dès qu'on a le tempérament, etc., et donc on comprend le fonctionnel, etc., on peut être testeur. Après, je diminue pas un peu les tests manuels, c'est juste que sur certains types de postes, c'est plus facile c'est plus facile d'appréhender et de faire des tests manuels que des tests automatiques. Après, c'est sûr que sur certains fonctionnels, sur certaines boîtes, même les tests manuels sont complexes et c'est pour cela, on a des postes d'ingénieurs en test et qui font du test manuel parce qu'il y a une très grande complexité pour faire certaines tâches, d'appréhender des choses, etc. Mais si on prend dans l'abstract, dans une manière globale, les tests manuels, c'est les tests les plus simples, on va dire, à appréhender. Après, la difficulté va être selon le type de société, la complexité du produit, etc. Parce que même si on fait des tests manuels, si on fait dans le domaine, j'en sais rien, pour l'infotainment de la voiture, donc la radio, etc., c'est pas la même chose que si je le fais pour le logiciel qui va commander une centrale nucléaire. Donc, même avec les tests manuels, vous voyez qu'il y a une différentes complexités et des exigences qui sont vraiment différentes et qui demandent un certain niveau de professionnalisation ou pas. Parce que là, tester un site web, vérifier que tous les boutons marchent, etc., ça permet pas nécessairement des grandes connaissances professionnelles, etc. Et on peut même pas connaître comment le truc marche du tout.
et on peut faire ce test dès qu'on arrive à comprendre fonctionnellement comment ça marche. Mais voilà, par exemple, sur des trucs du système embarqué, etc., c'est un peu plus complexe. Et là, il faut vraiment comprendre un minima ce qu'on fait pour ne pas, par exemple, péter des choses, quoi. Donc, pour les gens qui font de la conversion donc professionnelle, c'est aussi plus simple de faire de la conversion professionnelle vers des tests manuels que des tests automatisés. Après, si on vient d'Adobe où on avait déjà fait la programmation, du scripting, etc., ça peut être intéressant de faire des tests automatiques, mais d'une manière générale, j'ai pas mal vu durant mon expérience plusieurs gens qui sont par exemple venus de la mécanique ou qui étaient professeurs ou qui faisaient autre chose, un domaine qui n'a pas de relation nécessairement avec l'informatique, mais qui ont pu, en apprenant les outils de base, les méthodologies, etc., et la manière de faire d'un test et la philosophie du test. Donc, ils ont pu commencer par des postes de test manuels et après ils ont pu évoluer avec le temps et l'expertise. Donc aussi, les tests manuels, c'est un très bon point d'entrée dans le domaine des tests. Donc, parce que en faisant les tests manuels, ça veut dire pour qu'on fasse les tests automatiques, si on prend l'exemple des tests automatiques, on ne peut pas faire les tests automatiques sans comprendre comment on peut faire la même vérification en manuel. Ça veut dire comment vous pouvez, par exemple, programmer, comment on va tester la vérification d'un bouton, il est où, par exemple, où et s'il est cliqué, sans que vous compreniez comment le faire vous-même, quoi. Donc vous ouvrez la page et vous vérifiez qu'il est ici, etc. Donc c'est un exemple assez entre guillemets simplistique, mais c'est juste pour que vous compreniez que ça reste, voilà, les tests manuels, ça reste vraiment un très très bon point d'entrée, parce que vous mettez dans la place d'un testeur et vous allez voir toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, etc. Et appréhender et à vous améliorer, et après vous pouvez passer sur des tests automatiques si vous avez le tempérament, si vous avez les connaissances, etc., etc. Donc aussi ça permet de tester si ce domaine est fait pour vous. Ça veut dire la complexité du domaine de test, c'est que les gens ils prennent les tests, c'est pour un truc, c'est simple, tout le monde peut le faire, etc. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Oui, tout le monde a la possibilité pourrait avoir la possibilité de travailler dans des boîtes, par exemple, qui font du test de logiciel et qui pourra faire des tests de logiciel manuels sur des trucs pas complexes, et ça peut marcher. De toute façon, il y a pas mal de boîtes là, par exemple, aujourd'hui, comme Actium, si je me rappelle bien le nom de la boîte, par exemple, qui propose aux gens ordinaux qui n'ont pas nécessairement un background dans l'informatique de faire des tests, de faire des tests spécifiques d'applications ou de sites web, etc., contre une rémunération de quelques euros, quelques dollars. Donc il y en a pas mal de boîtes qui font ça aujourd'hui. Donc oui, après, voilà, les tests manuels peuvent être simplistiques, sauf que, par exemple, voilà, pour vous, par exemple, si vous allez vous inscrire dans ce genre de boîte et faire ce genre de test, donc vous allez voir que le test est déjà décrit pour vous, mais il y a une autre personne qui l'a décrit, donc une personne qui s'y connaît un peu mieux que vous, donc une personne qui a déjà fait la stratégie de test, une personne qui a déjà tout préparé pour vous, et vous êtes venu juste faire le test en lui-même en suivant ce qu'ils veulent, donc en suivant la philosophie qu'ils veulent, suivant le test qu'ils veulent, et en donnant une réponse et en donnant un résultat. Après, si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo explicative en parlant de ce type de société, et même faire un test, par exemple, en m'inscrivant dans une société et vous montrer quel type de job ils proposent. Bon, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour me le dire et on pourrait arranger ça. Donc, là, voilà, c'est des choses, des points, on va dire, positives
du test manuel, et pour la raison qu'on a comme point d'entrée, par exemple pour les gens qui se connaissent pas ou les gens qui veulent approfondir leurs connaissances, de faire cette série qui va se concentrer sur les tests manuels, mais qui va nous permettre de balayer pas mal de choses comme les outils de base, les méthodologies, etc. Et même aller vers des choses un peu plus entre guillemets complexes comme l'élaboration des stratégies, etc. On pourra en parler et essayer de vous faire des exemples dans des prochaines vidéos. Donc l'inconvénient qu'on a vu avec mon expérience là maintenant que je peux rencontrer, etc., c'est que en début de carrière, en tant que débutant, par exemple, vous faites une conversion professionnelle ou vous êtes vraiment débutant, c'est que quand vous commencez dans le test manuel, c'est pas nécessairement très bien payé. Et là, vu que bon voilà, parce que il y a encore une fois cette simplicité d'entrer dans ce domaine comparativement à d'autres, toujours la simplicité elle est relative de toute façon, mais comparativement à d'autres, c'est plus simple de faire des tests manuels que de faire d'autres tests, que ce soit de performance, API, etc. De toute façon, si on n'arrive pas à faire des tests manuels, on pourra pas avancer sur d'autres tests un peu plus complexes. Mais donc il y a ça, et aussi il y a beaucoup de gens qui font de la conversion professionnelle depuis d'autres domaines vers ce domaine-là, et donc ces gens-là, ils sont accompagnés d'une manière dans des SS2I par exemple, qui proposent des formations type STQB et autres. N'oubliez pas qu'on a des vidéos sur les STQB si vous êtes intéressé de voir c'est quoi l'ISTQB et devoir comprendre un peu la philosophie du test, et pour préparer la certification ISTQB. Donc on les a dans la chaîne, ou on a des cours Udemy si vous êtes intéressé. Donc, mais si on revient sur ce que je disais, donc là où ils font, par exemple, ces SS2I, ils font des formations ISTQB, par exemple, pour ces personnes-là qui font, par exemple, de la conversion, et ils les vendent aux clients. Donc, sauf que malheureusement, dans le début de carrière de test, ça se peut que ce n'est pas payé. Ça sera pas bien payé. Je dis pas que c'est tout le monde, mais je vais dire que c'est une majorité. Majoritairement, on a vu que des gens ne sont pas bien payés, et ne sont pas bien payés en début de carrière. C'est comme ça, c'est malheureux. Mais voilà. Si vous démontrez que vous connaissez bien les outils, etc., si vous démontrez que vous avez le tempérament, et avec une bonne organisation, vous arriverez à avoir un salaire décent, on va dire, comparativement, encore une fois, c'est relatif, mais comparativement comparativement au monde du test. Après, c'est sûr qu'une personne qui va travailler en Île-de-France, elle n'aura pas le même salaire qu'une personne qui va travailler, je sais pas, à Toulouse, une personne qui va travailler à Nice, ou une personne qui va travailler à Dijon. Donc, c'est pas la même chose, hein. Les salaires diffèrent selon la région, selon beaucoup de critères. Mais voilà, d'une manière générale, en généralisant un peu, en début de carrière, on n'est pas bien payé, mais je pense que c'est pas juste dans le domaine des tests, mais c'est à peu près partout. On n'est pas beaucoup bien payé quand on débute. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de vérifier notre site web. Aujourd'hui, on y travaille, on va faire quelques changements, et on va ajouter beaucoup de choses. Si le temps le permet, on va essayer d'ajouter beaucoup de choses pour vous aider, et n'oubliez pas de nous mettre vos commentaires. On va essayer de répondre à un maximum qu'on peut, et de revenir vers vous sur vos suggestions de vidéos, etc. Donc à la prochaine vidéo dans cette série. Merci à vous.